Avez-vous déjà fait des pauses longues, faire une photo de mer lissée, de filets de cascade? Non? Eh bien aujourd'hui nous allons voir comment on peut faire et avec quel équipement. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris en introduction, on va parler pose longue. Donc j'aurais aimé vous faire ce tuto en extérieur, c'est ce qui était prévu, mais vu le temps qu'il fait dehors, ça flotte encore et toujours, on va se contenter, je vais dire, de la théorie et pas trop de pratique. Je verrai si je referai un autre épisode un peu plus tard, mais aujourd'hui, on va parler de pose longue. Donc c'est quoi une pose longue? C'est une pause qui dure un certain temps au niveau de la prise de vue. 0,5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Je ne sais pas s'il existe une définition qui dit à partir de quand est-ce que l'on est dans une pause longue. On va dire de façon générale, moi j'aurais tendance à dire à partir du moment où on dépasse la seconde, on peut considérer que c'est une pause longue. D'autres considèrent qu'une pause longue est une pause dans laquelle, dans la scène, il y a des objets qui sont, enfin des éléments qui sont nets et des éléments qui sont flous du fait du mouvement et du fait de la longueur de la pause. Voilà, c'est une définition comme une autre, mais pourquoi pas. Alors dans quel cas est-on amené à faire des pauses longues? Je dirais dans deux cas. Le premier cas, c'est quand il n'y a pas assez de lumière et quand de fait on est obligé d'augmenter notre temps d'exposition de façon à pouvoir faire notre photo. Donc ça c'est le premier cas, je veux dire c'est imposé par les événements. Le deuxième cas c'est pour des raisons, je vais dire artistiques. C'est quand on veut faire, je l'ai cité en introduction tout à l'heure, un filet de cascade. On veut pas figer le mouvement, mais au contraire on veut lisser un petit peu, avoir le filet. Quand on veut lisser la mer ou les vagues, quand on veut faire un feu d'artifice, avec le feu qui part et l'avoir jusqu'à la fin quand il explose. Ce genre de choses, donc à ce moment-là, on est dans un choix artistique. Voilà, ce n'est pas forcément imposé par le contexte, mais dans ce cas-là, on choisit de faire une pause longue. Alors, en fonction des typologies de sujets que j'ai déjà pu vous citer jusqu'à maintenant, quelles sont les durées de temps d'exposition qu'il va falloir mettre? Je pense qu'il n'y a pas de règle, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Après, c'est vrai qu'en fonction des types de sujets, on va quand même avoir une plage d'indications. Je prends mes petites notes. Par exemple, j'ai pu trouver que pour tout ce qui est pause longue sur de la mer et de la rivière, on peut compter généralement une pause entre une dizaine de secondes à quelques dizaines de secondes. Pour figer des personnes qui passent, on peut compter entre 0,5 secondes et plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes. Voilà, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que l'on veut faire. Pour des phares de voiture, ça aussi, ça peut être une pause longue où on fige, en fait, on prend une scène sur une route et on fait un filet avec les phares des voitures qui arrivent et qui s'en vont. Donc là, c'est pareil, généralement, on fait ça entre 5 et 30 secondes au niveau de la pause. Pour des photos de nuages, vous savez, un paysage fixe avec les nuages qui filent. Donc ça dépend bien évidemment de la vitesse des nuages, du vent. Je regarde mes petites notes et on peut compter entre 10-20 secondes à plusieurs minutes. Donc vous voyez, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et je pense qu'il faudra sûrement faire plusieurs essais, ou alors c'est votre expérience qui vous permettra de paramétrer cette longueur. Comment est-ce que l'on peut arriver à avoir des temps de pause aussi longs? On parle de secondes, voire dizaines de secondes, voire minutes, voire heures, sans avoir une photo résultante qui soit cramée, si on est dans une logique de photo en journée. Eh bien, c'est en utilisant un équipement que vous avez sûrement tous entendu parler, voire même que vous possédez, c'est ce que l'on appelle un filtre ND, un filtre gris neutre. Ce filtre permet de diminuer la lumière qui rentre dans votre objectif et ainsi de diminuer la lumière qui arrive jusqu'à votre capteur. À partir de ce moment-là, forcément, il faudra laisser les volets ouverts et avoir un temps de pause un peu plus longtemps pour arriver à la bonne quantité de lumière, pour avoir la bonne exposition. Donc c'est à ça que sert un filtre ND purement. Voilà, ça sert à assombrir l'image en entrée, enfin en tous les cas le flot de lumière, pour faire en sorte que cela nécessite plus de temps pour arriver à avoir la bonne exposition de notre capteur. Un truc qu'il faut tout de suite retenir, c'est qu'un filtre ND, soit un filtre gris
neutre ne modifie pas les couleurs, c'est du gris neutre, donc c'est transparent en termes de colorimétrie, c'est juste, ça influe juste sur la quantité de lumière. Maintenant, il existe 3 types de filtres ND. Le premier filtre, c'est un filtre ND, comme on appelle ça, voilà, gris neutre dégradé. Donc vous avez sûrement dû les voir, vous les avez sûrement, peut-être certains d'entre vous. C'est globalement ces filtres rectangulaires qui se montent sur un porte-filtre. Généralement, il n'y a que la partie supérieure qui est assombrie, donc, et qui permet en fait, souvent la plupart du temps, d'assombrir le ciel. Donc ça, c'est ces typologies de filtres qui sont utilisées essentiellement en photo de paysage. Le deuxième type de filtres sont des filtres neutres mais uniformes. Généralement, on les retrouve soit sous format rectangulaire, soit sous format aussi circulaire. Ils n'ont qu'une seule valeur d'atténuation, c'est ce qu'on appelle le facteur d'atténuation de notre filtre. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Enfin, le troisième type de filtre ND, c'est ce que l'on appelle des filtres ND variables, c'est-à-dire que le facteur d'atténuation est réglable entre une certaine puissance jusqu'à un autre. Généralement, on a des filtres ND qui ont une valeur de 2 à 400. On reviendra tout à l'heure pour voir ce que ça veut dire, ce 2 et ce 400. Mais il faut savoir quelque part, c'est comme si vous aviez plusieurs filtres en un. Alors, comment on caractérise les filtres ND ? Généralement, les filtres ND s'appellent ND2, ND4, ND8, ND16, sont des multiples de 2. On va jusqu'à ND400 et voire ND1000, je ne sais pas s'il en existe au-delà. Donc c'est le chiffre derrière le logo, le préfixe ND qui est important. Ça correspond à l'atténuation de la lumière. Un filtre ND2, ça veut dire qu'il divisera par 2 la lumière qu'il laisse passer. Globalement, ça correspond à une réduction de la lumière de 1 stop. Un filtre ND4 divisera par 4 la lumière qu'il laisse passer. Ça correspond à une réduction de 2 stops. Un filtre ND1000 réduira par 1024 la lumière qu'il va laisser passer. Ça correspond à une réduction de 10 stops. Vous l'aurez compris. Je vous mets ici un tableau récapitulatif un petit peu des facteurs d'atténuation et du nombre de stops voilà, pour lequel ça réduit la lumière en fonction du nombre, ce fameux nombre derrière le ND. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les filtres ND, notamment circulaires, peuvent se cumuler. Ainsi, on peut visser un filtre ND1000 et par-dessus visser un filtre ND4. Et en fait, on multiplie le 4 par le 1000 et ça nous revient à faire un filtre ND 4000. Comme ça, on peut avoir des filtres d'une puissance assez importante et pour arriver à des poses très longues. Donc nous allons voir maintenant le matériel qu'il nous faut pour faire des poses longues. Donc dans un premier temps, il nous faut un appareil photo. Voilà, donc là j'ai mon 450D sur lequel j'ai monté mon Sigma 1750. Ce qu'il nous faut aussi pour poser notre appareil photo et qui est indispensable pour une pose longue, c'est un trépied. Voilà, sur lequel je vais fixer mon appareil. Hop. Voilà, hop. Qui dit pose longue dit filtre ND éventuellement. Donc un filtre ND, je l'ai là. Voilà, et le filtre ND, ça se visse sur le devant de mon objectif. Un autre élément qui est important pour contrôler la longueur d'exposition, c'est une télécommande ou un intervallomètre. Voilà, il n'y a plus qu'à le brancher. Et voilà, je suis paré. Alors, je reviens un petit peu sur le trépied. Il vous faut un trépied qui soit suffisamment stable pour ne pas faire bouger votre appareil photo. Déjà s'il n'est pas stable au niveau du sol, mais surtout s'il y a un tout petit peu de vent, parce qu'il suffit que ça bouge un peu, vous aurez une photo floue au final. Deuxièmement, bien évidemment, votre appareil photo, vous enlevez la stabilisation. Je reviens à mon trépied. Si vraiment il y a un petit peu de vent, il est susceptible de bouger, et suivant le trépied que vous avez, ça sera bien de le lester. Vous savez, vous pouvez avoir des petits sacs qui s'accrochent, votre sac à dos qui s'accroche dans un crochet en dessous. Donc je reviens au niveau de la partie télécommande. Donc moi franchement ce que je vous recommande c'est d'utiliser un intervallomètre. Pourquoi ? Parce que pour le coup vous avez 3 en 1. L'intervallomètre ça vous permet en mode bulb. On y reviendra tout à l'heure sur le réglage de l'appareil photo. Vous appuyez
et tout le temps où vous appuyez, ça prend la photo. Vous lâchez, ça arrête de la photo. Deuxièmement, vous pouvez avoir en plus un mode qui permet de verrouiller. Et ici, sur cet intervallomètre, je peux verrouiller. Donc là, tout le temps où c'est verrouillé, la photo se prend. Donc je peux rester comme ça des heures. Et dès que je déverrouille, ça s'arrête. Dernier élément, c'est que ici, je peux programmer sur mon intervallomètre de faire une pause qui va durer 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 2 heures. Voilà. Et je pose ça à côté, je m'en vais et ça le fait tout seul. Si vous n'utilisez pas d'intervallomètre pour gérer la longueur de la pause, ce qui peut être nécessaire d'avoir avec vous, c'est une calculette ou un chronomètre ou une montre pour pouvoir appuyer tout le long de le temps de pause tout en regardant, en chronométrant le temps de pause qu'il va falloir faire. Voilà. Maintenant qu'on a vu l'équipement qui nous est nécessaire, on va voir les réglages au niveau de l'appareil photo. Donc au niveau de l'appareil photo, vous pouvez vous mettre en mode priorité ouverture ou en mode manuel. Moi personnellement, dès que je suis sur trépied, je suis en mode manuel. Je trouve que c'est bien plus simple. Deuxièmement, comme vous êtes dans une logique de pause longue, donc vous avez normalement le temps. Alors après, ça dépend, il y a des cas où il faudra peut-être le gérer différemment, mais mettez-vous sur 100 ISO. Bien évidemment, et vous savez que je le recommande à chaque fois, essayez de shooter en RAW. Ça sera tellement plus simple, vous aurez tellement plus de possibilités de traiter votre photo en post-traitement. Un autre paramètre qui peut être intéressant de considérer, et j'avoue que moi je l'utilise jamais, c'est ce que l'on appelle la réduction, alors je regarde le nom, la réduction du bruit en pause longue. Donc c'est un paramètre qui peut être très utile quand on veut faire des pauses longues, et je pense notamment sur des pauses très longues. Je ne l'ai jamais utilisé, il faudra que je m'y intéresse d'un peu plus près pour voir si ça a vraiment un apport ou pas. Donc j'en parlerai pas plus, mais sachez que ça existe. Je vais revenir au niveau du réglage de l'appareil sur le mode. Donc on a vu qu'on pouvait utiliser le mode priorité ouverture ou le mode manuel. Ça, c'est bien tant que notre temps d'exposition est inférieur à 30 secondes. À partir du moment où notre temps d'exposition nécessaire pour faire le rendu voulu est supérieur à 30 secondes, on est obligé de passer dans le mode bulb de votre appareil photo. Donc la plupart des appareils réflexes voire hybrides, je pense, le proposent. Tout ce qui est réflexe ou autre type d'appareil photo, là, j'en suis pas sûr. Donc je parlerai essentiellement pour réflexe et hybride. Le mode bulb, c'est un mode dans lequel on appuie sur le bouton. Ça déclenche la prise de vue et tant qu'on laisse appuyer, ça prend la photo, quoi. Donc j'en reviens à ma télécommande tout à l'heure. En mode bulb, j'appuie sur mon bouton, tant que je laisse appuyer, il va prendre la photo. Dès que je relâche, il arrête de prendre la photo. Donc le mode bulb est intéressant à partir dès que notre temps de pause nécessite de dépasser les 30 secondes. Maintenant, pour calculer, pour estimer le temps de la prise de vue, donc le fameux temps de pause. Si vous êtes dans une photo, vous voulez prendre une photo qui ne nécessite pas d'avoir un filtre ND. Là, quelque part, vous faites une photo normale. Vous allez sur votre appareil photo et vous réglez, si vous êtes en mode manuel par exemple, vous réglez le temps d'exposition en fonction de ce que vous propose la mesure d'exposition. Si par contre vous avez besoin de dépasser les 30 secondes, là il va falloir être en mode bulb. Et si vous n'avez pas de filtre ND, ça va être compliqué à déterminer le bon temps d'exposition. Je pense qu'il faudra y aller par petits coups et par essais successifs. Si maintenant vous utilisez un filtre ND, la technique, c'est de regarder votre paysage, si on considère qu'on est dans un paysage en journée par exemple. Vous regardez les paramètres que vous préconise l'appareil photo pour la photo normale sans filtre ND. Ça va par exemple vous proposer 1 centième de seconde. Donc si dessus vous montez un filtre ND 1000 qui réduit de 10 stops, donc globalement il va falloir faire un temps de pause qui correspond globalement à 10 secondes. Donc vous réglerez votre appareil photo pour un temps de pause de 10 secondes. Voilà. Donc par rapport à la façon de calculer le temps de pause en fonction du filtre ND, il existe plusieurs façons. Soit vous êtes bon en calcul mental et vous le faites, là, 1 centième de seconde, ND 1000, 10 secondes, c'est facile. Si vous commencez à rentrer un 25e de seconde, ND 800, ND 400, ND 16, ce genre de choses, ça va être un peu plus compliqué.
Donc vous pouvez vous aider soit d'une calculette, soit d'une ABAC. Voilà, il existe, vous trouvez ça sur internet, des fichiers Excel globalement qui vous donnent en fonction de l'ouverture du filtre ND, enfin globalement des paramètres d'exposition, le temps qui correspond. Donc voilà, vous l'avez, et après soit vous le saisissez dans votre timelapse, soit si c'est inférieur à 30 secondes, vous le réglez sur votre appareil photo. C'est assez simple. Il existe aussi, ça se retrouve maintenant facilement sur vos stores préférés, des petites applications pour smartphone qui vous permettent de calculer automatiquement ce temps d'exposition. Bon voilà, j'ai été assez rapide, hein. J'espère que j'ai été clair. Bon, je peux pas trop faire de manip en intérieur, on essaiera, je vous dis, de refaire un jour un épisode devant des scènes à figer et de voir comment on peut faire. Ce que je voudrais, c'est donner quand même quelques petits conseils. Si vous utilisez un filtre ND, quelque chose qui est indispensable de faire, c'est de faire votre mise au point avant de visser sur le devant de votre objectif votre filtre ND. Parce que, imaginez si vous mettez un filtre ND, vous verrez plus rien. Je vais l'enlever. Hop, un filtre ND 1000, je ne sais pas si ça se voit, mais c'est du noir, vous voyez rien à travers. Donc si vous n'avez pas fait votre exposition avant, il va falloir de toute façon l'enlever pour refaire votre, pas votre exposition, votre mise au point. Il va falloir l'enlever pour refaire votre mise au point. Une fois que vous avez fait cette mise au point, faites en sorte que ça ne bouge plus. Alors soit vous utilisez le bouton iPhone, et si vous avez vu mon tuto de la semaine dernière, vous savez que ça ne bougera plus, soit vous débrayez au niveau de l'objectif l'autofocus, comme ça vous êtes tranquille. Deuxième conseil, si vous utilisez un filtre ND et que quelque part le calcul vous amène à avoir un temps d'exposition inférieur à 30 secondes, quelque chose que je fais et qui est simple, c'est d'utiliser le Live View. Vous mettez votre filtre, vous avez fait avant la mise au point, et vous mettez en Live View et vous réglez quelque part le temps d'exposition, toujours en mode manuel, moi je me mets en mode manuel, et vous regardez jusqu'à ce que vous ayez la mesure d'exposition qui vous dit que l'exposition est bonne. Donc tout de suite vous voyez ce qu'il en est, ça vous permet en même plus, il vous donnera la photo telle qu'elle sera résultante au final, ça vous permet de régler vraiment votre temps, et vous n'avez plus qu'à déclencher, et ça vous prend votre photo très naturellement. Bien évidemment, temps d'exposition inférieur à 30 secondes, ou sinon vous ne pourrez pas faire ça comme ça. Un autre conseil, si vous utilisez un filtre ND, notamment pour une photo en journée, c'est de faire un cliché test sans le filtre dessus. Donc ça vous permettra de vérifier déjà, de récupérer le temps d'exposition sans le filtre. Ça vous permettra de vérifier au cul de votre appareil que la photo et l'exposition, c'est celle que vous souhaitiez. Et ça vous permettra de récupérer du coup le temps d'exposition pour calculer, avec la valeur du filtre, le temps final. Autre conseil, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, moi franchement je vous conseille d'utiliser, alors je l'ai mis là, hop, un intervallomètre. Voilà, ça coûte pas cher. J'avais dû faire une vidéo il y a 2 ans là-dessus, ça doit coûter 10 ou 15 euros. J'ai toujours ça dans mon sac, c'est bien pratique à la fois pour faire des timelapses, mais aussi pour faire des pauses longues. Donc ça, je vous le conseille. Dernier conseil, si vous faites des pauses qui sont assez longues, il peut être utile d'obstruer le viseur. En effet, il peut y avoir des lumières parasites qui rentrent par le viseur et qui viennent faire en sorte d'avoir de la lumière sur votre photo qui fait que vous n'aurez pas le rendu souhaité. Pour obstruer le viseur, il existe quelque chose qui est fourni en standard avec les sangles de marque, quoi, je dirais. Donc là, c'est ma sangle Canon. C'est ce petit... Vous avez ici un petit élément en caoutchouc qui vient se mettre ici. Il suffit que vous enleviez, hop, donc je vais essayer de le faire à l'envers, voilà. Vous enlevez ici le petit cache qui est autour du viseur et vous mettez... Voilà. Vous voyez, ça se glisse à la place de votre petit bitonio là, ça se met là et ça obstrue ici la visée. Et comme ça, vous n'avez pas de lumière parasite pendant votre prise de vue. Alors moi, je l'utilise de temps en temps, mais vraiment sur des pauses très longues. Sur des pauses de quelques secondes, je ne m'embête pas avec ça. Mais maintenant, à vous de voir. Pour conclure, on a vu le principe de la pause longue, le matériel et les réglages qu'il était nécessaire d'utiliser, d'avoir. Maintenant, on a vu qu'en fonction de ce qu'on voulait faire, il n'est pas facile de déterminer la bonne longueur, le bon temps de pause. Donc, on peut trouver
sur internet, voilà, si vous vous baladez en fonction de votre sujet, je vous disais une cascade, une mer, un feu d'artifice, ce genre de choses, des indications de temps, mais ça sera vraiment en fonction de votre expérience, il n'y a pas de sens exact. Si vous voulez faire un filet sur une cascade, le filet, à quel moment ça va vous plaire? Est-ce que c'est à partir de 0,5 secondes, à partir d'1 seconde, à partir de 2 secondes ou 10 secondes? C'est vraiment l'appréciation de chacun. Pareil pour figer la mer. Est-ce que, voilà, vous voudrez 1 seconde, 10 secondes, et je pense que de l'un à l'autre, on n'aura pas le même temps. Moi, typiquement, je fais très peu, de façon générale, de pauses longues, parce que j'aime bien plutôt figer le mouvement. Donc vous savez que j'aime bien plutôt la haute vitesse, et j'aime bien figer le mouvement. Quand je vois une cascade, moi j'aime plutôt figer la cascade que d'avoir le filet. Quand je vois de la mer, si je vois des vagues, je préfère avoir figé le mouvement des vagues que d'avoir les vagues qui se lissent. Mais c'est à l'interprétation chacun, c'est le côté, on disait que souvent les pauses longues c'est une nécessité artistique, donc ça dépend du rendu que vous voulez donner, donc ça dépend de votre expérience, donc il faut comme toute technique, la connaître, la pratiquer et pouvoir l'adapter en fonction de ses besoins, de faire une pause longue quand c'est nécessaire, quand on a envie d'avoir le rendu que l'on souhaite. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vous dis, j'essaierai de faire un complément un petit peu de ce tuto, on va dire qu'on a vu la théorie et puis quelque part le matériel. J'essaierai, dès qu'il fera beau et que je pourrai mettre le nez dehors sans pluie, sans neige ou quoi que ce soit, d'essayer peut-être de faire un complément en extérieur. Je pense déjà, je connais un lieu où j'ai des cascades avec des torrents, donc j'essaierai de vous amener avec moi et on essaiera de faire un petit tuto en extérieur, ça me manque. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, donc si vous avez aimé ce tuto, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, ça aide à référencer la chaîne. N'hésitez pas pareil à me mettre des commentaires, donc si vous avez des astuces complémentaires dans l'utilisation de filtres ND ou des pauses longues de façon générale, si vous avez vous des abacs qui sont à votre expérience pour figer une cascade, figer des piétons, figer des véhicules qui passent pour les feux, donnez-nous-les, pourquoi pas, ça peut toujours complémenter le débat pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner en cliquant ici. Si vous voulez soutenir la chaîne avec un petit pourboire, vous avez le Tipeee, c'est ici. Voilà, et comme d'habitude, les épisodes à voir et à revoir sans modération. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.